Eh bien, on va voir le dernier dossier de cette conférence d'endocrinologie, du tour de D4. Bon, dossier un petit peu moins classique quand même que les trois précédents, qui sont eux archi sortables, mais celui-ci doit être connu également, car c'est un dossier où on va être à l'interface de d'autres spécialités, comme vous allez pouvoir le voir. Alors, dossier numéro 4, une patiente, vous voyez qu'en endocrinologie, on a beaucoup de femmes, hein, une patiente de 55 ans, qui vous consulte pour la première fois en raison d'engourdissement des deux mains, surtout à droite, qui la réveille la nuit et qui sont soulagées quand elle secoue les mains hors du lit. Elle vous signale aussi des difficultés au geste fin, à la couture, et des douleurs lombaires fréquentes. Vous notez également à l'interrogatoire la présence de céphalées frontales, depuis plusieurs mois, qui sont rebelles au paracétamol. La patiente a 3 enfants. Elle a été ménopausée à l'âge de 41 ans. À l'examen, on vous donne une photo. Elle pèse 72 kg pour 1,66 m. Son état général paraît bon. Elle est hypertendue. Pression artérielle à 165-100. Après 15 minutes de repos. L'auscultation cardiaque retrouve un souffle systolique 1/6. Et la patiente présente un morphotype particulier. Bon, je vous laisse regarder. Mais je suppose qu'à ce stade de l'énoncé, vous avez déjà une idée sur le dossier qui vous est posé. Alors, quelles sont les questions? Premièrement, quel diagnostic évoquez-vous devant les engourdissements des mains? Bon. Deuxièmement, quels autres signes cliniques devez-vous rechercher en faveur de ce diagnostic? Troisièmement, quel en est le diagnostic étiologique le plus probable et sur quels arguments? Question 4. Quels autres signes cliniques devez-vous rechercher en faveur de ce diagnostic? Question 5. Quelles explorations complémentaires demandez-vous pour le confirmer? Question 6. Les premiers résultats vous parviennent. La prolactinémie est notée à 35 microgrammes par litre. Bon, j'aurais dû marquer la normale, parce que ce n'est pas à connaître. Hein. Normale, mettons inférieure à 20. Comment interprétez-vous ce dosage? Question 7. La patiente revient en urgence, affolée, en raison d'une baisse de l'acuité visuelle associée à des céphalées intenses, permanentes, d'apparition brutale. Elle arrive à compter les doigts avec l'œil droit et perçoit la lumière avec l'œil gauche. L'IRM 6 jointe a été réalisée. Que voyez-vous? Quel diagnostic évoquez-vous? Alors, on y va. Peut-être revenir un peu sur l'imagerie. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la voir. Enfin, on aura l'occasion d'y revenir. Question numéro 1. Quel diagnostic évoquez-vous devant les engourdissements des mains? Eh bien, il fallait répondre syndrome du canal carpien, bilatéral, à prédominance droite. Alors, syndrome du canal carpien, j'insiste, c'est une question qui est souvent à l'interface de plusieurs autres questions du concours. Syndrome du canal carpien, il peut tomber bien sûr en rhumatologie, par le biais de la polyarthrite rhumatoïde essentiellement, mais aussi des autres rhumatismes inflammatoires éventuellement. Il peut tomber en neurologie, question de syndrome canalaire bien sûr. Et il peut aussi tomber en endocrinologie, comme on va le voir, différents tableaux, dont l'hypothyroïdie, pouvant être responsables d'un syndrome du canal carpien. Donc c'est une question à bien connaître, car elle peut faire l'objet des 2-3 premières questions de beaucoup de dossiers. Donc syndrome du canal carpien classique avec les engourdissements nocturnes, et c'est des patientes qui se lèvent la nuit en secouant leurs mains et en vous disant qu'ils ont beaucoup de mal à faire les gestes fins, comme ici, à coudre. Pathologie fréquente, surtout à la ménopause, hein, comme chez cette patiente. Quels autres signes cliniques recherchez-vous en faveur de ce diagnostic syndrome du canal carpien? Donc là aussi, c'est une question à bien connaître. Le mot-clé que vous risquez de ne pas avoir mis alors que ça vous paraît évident, c'est le mot nerf médian.
Alors, toute question, syndrome du canal carpien, un des mots clés sera le mot nerf médian. Alors ça vous paraît évident, vous ne le mettrez pas dans la correction, d'où embêtement. Donc, recherche de troubles sensitifs dans le territoire du nerf médian, 3 points, qui est figuré ici. On peut vous demander éventuellement de le décrire. Donc, le nerf médian, hein, c'est ça, à la face palmaire. C'est les 3 premiers doigts et la moitié du 4e doigt. Et à la face dorsale, c'est les 2e et 3e phalanges des 2e et 3e doigts et la moitié des 2e et 3e phalanges du 4e doigt. Donc ça, c'est le nerf médian. Voilà. Deuxièmement toujours, quels autres signes cliniques devez-vous rechercher en faire ce diagnostic du canal carpien? Donc, là aussi, c'est fondamental à connaître. C'est une question d'anatomie, avec des questions claires. Quels sont les muscles qui sont déficitaires dans le territoire du médian, dans le centre du canal carpien? Il faut connaître ça. Déficit moteur dans le territoire du médian, c'est-à-dire au niveau de l'opposition, l'opposant du pouce, 2 points. Du court abducteur du pouce, 2 points. Je vous rappelle que le long abducteur du pouce est innervé par le nerf radial. Et le faisceau superficiel du court fléchisseur du pouce, j'ai mis 1 point, en sachant que les fléchisseurs sont plutôt innervés par le cubital. Donc, opposant du pouce, court abducteur du pouce, faisceau superficiel du court fléchisseur du pouce. Toute question canal carpien aura cette question posée. Enfin, il faut rechercher des douleurs lors des manœuvres de provocation, qui sont les manœuvres de compression du nerf médian, dont la plus classique est le signe de Tinel. Le signe de Tinel, ben vous avez votre main, et vous donnez un coup de marteau réflexe au niveau du canal carpien. Ça déclenche des engourdissements dans les premiers doigts de la main. Ça, c'est la manœuvre de Tinel. Une deuxième manœuvre, c'est la manœuvre de Phalen, qui consiste à faire une hyperflexion du poignet. Et vous voyez qu'en faisant cette hyperflexion du poignet, vous mettez en compression le nerf médian, et là encore, vous allez déclencher des paresthésies des premiers doigts. Enfin, la dernière manœuvre, c'est la manœuvre de Gilliatt. Ça consiste à anoxier le nerf médian en gonflant un massard de pression artérielle au-dessus de la pression systolique. Donc vous arrêtez l'arrivée d'oxygène au niveau du nerf médian qui va provoquer les paresthésies. Donc ce sont des manœuvres de provocation de la souffrance du nerf médian, dont le plus classique est le signe de Tinel. Troisième question, quel est le diagnostic étiologique le plus probable et quels en sont les arguments? Je crois que là, il ne doit pas y avoir de doute. À partir du moment où vous aviez l'imagerie de cette patiente, les signes de l'énoncé, le syndrome du canal carpien, je pense que vous n'avez aucune difficulté à faire le diagnostic d'acromégalie. On vous demande les arguments, il ne faut pas les oublier. Le syndrome du canal carpien est un argument, et il faut le remarquer. Le syndrome dysmorphique, bien sûr, fondamental, qui fait qu'on reconnaît cette maladie dans les formes évoluées. C'est parfois pas facile au début. Alors, vous avez vu le tableau, mais prognatisme, l'avancée de la mâchoire inférieure, l'élargissement du nez, la saillie des arcades sourcilières, les mains que vous avez vues très larges, les doigts boudinés. Ce syndrome dysmorphique donne un aspect un peu vieilli au visage de ces patients. La peau est souvent épaisse, elle est souvent en hypersudation, hyperséboréique. Donc très très particulier syndrome dysmorphique à l'acromégalie, pas toujours simple au départ. Le syndrome tumoral hypophysaire avec les céphalées, bien sûr, à ne pas oublier. Syndrome tumoral hypophysaire, ça peut être quand même un mot-clé, je trouve, avec le mot céphalée. La ménopause prématurée à 41 ans, qui est peut-être liée à l'insuffisance gonadotrope. Je vous rappelle qu'on parle de ménopause précoce avant 40 ans, de ménopause prématurée avant 45 ans. Enfin, les rachialgies et cette maladie, l'acromégalie, se rencontrent assez souvent en rhumatologie devant des douleurs lombaires, ce qu'on appelle la spondylose d'Erdheim, caractéristique de l'acromégalie.
Ces patients acromégales peuvent avoir également, dans certains cas, une hypertension artérielle, je vous le rappelle. Alors, est-ce qu'il y a un terrain prédominant? Non, ça se voit dans les deux sexes, hommes ou femmes. Ça peut se voir chez des sujets plus jeunes, chez de 40 ans, voire même des sujets plus âgés. On peut passer longtemps à côté du diagnostic, et il y a un retard diagnostique moyen important. Question numéro 4. Quels autres signes cliniques devez-vous rechercher en faveur de diagnostic d'acromégalie? Alors, je l'ai dit, un mot important, c'est le mot sueur. Quand on n'avait pas à notre disposition les paramètres biologiques d'évolutivité de l'acromégalie, les sueurs faisaient partie de ces critères d'évolutivité. Et puis, on ne vous a pas donné une idée, mais ça paraissait important, le changement de taille des pieds et des mains. Alors, c'est un diagnostic qui est facile quand une personne vient vous voir en disant « Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai mes pieds qui grandissent, je dois changer de chaussures tous les ans. » Eh bien, vous devez penser à l'hypersécrétion d'hormones de croissance dans ces cas-là et faire le diagnostic d'acromégalie. On retrouve assez souvent des complications respiratoires et aujourd'hui on sait qu'il y a dans cette affection assez souvent un syndrome des apnées du sommeil, des ronflements nocturnes, des pauses respiratoires et on va rechercher facilement devant tout syndrome des apnées du sommeil une acromégalie. Douleur articulaire, c'est assez fréquent, mais bon, j'ai pas mis de point pour ces réponses. Par contre, il faut absolument rechercher les signes de macroadénome hypophysaire, et c'est un 0 bien sûr, c'est-à-dire il faut rechercher les troubles visuels. La question acromégalie sera par certains côtés une question d'ophtalmologie, comme on va le voir. Et ne pas marquer l'exploration ophtalmologique ou les troubles visuels dans l'acromégalie, c'est aller devant de graves ennuis. Alors les troubles visuels, c'est essentiellement l'hémianopsie bitemporale ou la quadranopsie temporale supérieure. Bien, on va présenter effectivement pourquoi l'hémianopsie bitemporale ou la quadranopsie temporale supérieure. Votre hypophyse est là, elle est grosse, elle va comprimer les voies optiques, et donc elle va comprimer surtout les voies qui sont les voies médianes, et elle va les comprimer par en dessous. Donc les voies qui vont être perturbées sont les voies qui vont vers l'extérieur, qui vont regarder vers l'extérieur et vers le haut. Vers l'extérieur, c'est-à-dire c'est la région temporale. Vers le haut, c'est-à-dire que vous allez avoir, quand ça débute, une atteinte qui va être plutôt en quadrant supérieur. Donc quadranopsie temporale supérieure ou hémianopsie bitemporale. Ça tient au fait que la compression des voies optiques s'effectue au niveau médian et au niveau inférieur. Ça, c'est l'œil en dehors, œil en dehors. Donc la compression des voies médianes par en dessous va donner plutôt une atteinte du champ visuel externe et supérieur. Donc trou visuel, hémianopsie bitemporale ou quadranopsie temporale supérieure. On peut avoir également, quand l'adénome est de taille volumineuse, une compression des nerfs crâniens au niveau du sinus caverneux avec une diplopie, mais c'est quand même à un stade beaucoup plus évolué. Qu'est-ce qu'il faut rechercher également? Quand vous avez un adénome hypophysaire, quel que soit l'adénome d'ailleurs, il s'agit parfois d'un adénome mixte, et donc il faut rechercher des hypersécrétions associées, notamment une hypersécrétion en prolactine. Alors ici, la ménorrhée, non, bien sûr, elle est ménopausée. Il faut rechercher des antécédents de galactorrhée liés à une hypersécrétion de prolactine associée à l'acromégalie. Et il faut rechercher des signes de panhypopituitarisme, c'est-à-dire d'insuffisance corticotrope, par exemple, avec un déficit en ACTH, une asthénie, des malaises, qui peuvent être associés à l'acromégalie par une souffrance de reste de l'hypophyse, notamment des sécrétions hypophysaires en ACTH ou en TSH, avec une fatigue et des malaises. On peut enfin avoir un retentissement sur la post-hypophyse, la sécrétion d'hormones antidiurétiques, l'ADH, c'est le syndrome polyuropolydipsique.
Donc, quels autres signes avez-vous recherché? Pour résumer, on a recherché les signes cliniques d'acromégalie qui manquaient dans l'énoncé. On a recherché les signes de syndrome tumoral, ça c'est le 0, c'est en gros les troubles visuels. Et puis on a recherché les signes d'autres sécrétions associées, adénome à prolactine, autres adénomes, de retentissement sur les autres sécrétions hypophysaires, insuffisance corticotrope, insuffisance thyréotrope, ou voire un retentissement sur la post-hypophyse avec le syndrome polyuropolydipsique. Quels examens complémentaires demandez-vous pour confirmer votre diagnostic? Je crois que là, il n'y a pas trop de difficultés. Il faut connaître. Diagnostic positif d'acromégalie, sur quoi ça repose? Ça repose sur le dosage de l'hormone de croissance. L'adénome AGH caractérise l'acromégalie. Il sécrète une hormone de croissance qu'on peut doser le matin à jeun. C'est ce qu'on appelle l'hormone de croissance de base, grosse hormone, croissance hormone. Donc ça, c'est la GH. Elle est augmentée dans l'acromégalie, mais on donne beaucoup d'importance à ce test-là, qui est un test dynamique, qui est l'hormone de croissance effectuée lors d'une épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale. Pourquoi? L'hormone de croissance est une hormone hyperglycémiante. Quand vous faites une hyperglycémie provoquée par voie orale, vous administrez du sucre, 75 à 100 grammes de sucre, la glycémie va s'élever, ce qui va freiner l'hormone de croissance physiologiquement. Et donc, vous allez faire baisser cette hormone de croissance. S'il n'y a pas de freinage de l'hormone de croissance, c'est un gros argument pour penser que vous avez un adénome qui sécrète de la GH et qui n'est pas influencé par ce rétrocontrôle. Et donc, c'est un gros argument pour l'acromégalie. Donc, plutôt que d'avoir une GH de base qui est variable suivant le sexe, suivant l'âge, suivant la taille, vous préférez faire un test dynamique qui va sensibiliser votre dosage de la GH. Et une GH qui reste augmentée après stimulation par la glycémie est un gros argument pour penser à un adénome AGH ou une acromégalie. Enfin, il y a un autre marqueur qui est important, qui est l'IGF-1, l'insuline growth factor 1, la somatoméline C, qui est un marqueur d'évolutivité de l'acromégalie, mais qui est aussi un marqueur pour le diagnostic positif. C'est le médiateur intermédiaire de l'hormone de croissance qui augmente en cas d'acromégalie. Alors la difficulté de l'IGF-1, c'est que son dosage est quand même difficile, reste du domaine de laboratoires spécialisés et que surtout les taux varient beaucoup en fonction de l'âge et du sexe et qu'il faut donc avoir les ABAC de normalité pour pouvoir interpréter le résultat. Et voilà les examens à faire, le bilan hormonal à faire quand on suspecte une acromégalie. Mais ce n'est pas tout. Vous avez fait le diagnostic d'hypersécrétion d'hormones de croissance, mais vous devez aussi faire le diagnostic du syndrome tumoral par l'IRM hypophysaire. Fondamental, indispensable, toute suspicion d'adénome hypophysaire impose une IRM hypophysaire de bien meilleure valeur que le scanner. Donc c'est le mot IRM qu'il faut retenir, mais il faut marquer aussi hypophysaire, IRM hypophysaire. Mais pour le syndrome tumoral, et je l'ai déjà insisté dessus, vous ne pouvez pas vous passer de l'examen ophtalmologique avec champ visuel. J'ai mis 5 points aussi. Je pense que là, ça pourrait valoir, je ne l'ai pas mis, 0 à la question si oubli, 0 à la question si oubli du champ visuel et du bilan ophtalmologique. Pour apprécier le syndrome tumoral, vous allez faire également un bilan hormonal complémentaire pour évaluer le retentissement sur les autres axes hypophysaires ou pour rechercher un adénome mixte. Vous allez faire un bilan thyroïdien, T4 libre, TSH. Vous allez doser la prolactine, doser FSH-LH, encore qu'ici c'est moins nécessaire, et cortisolémie ACTH pour apprécier le retentissement sur la fonction surrénalienne. Donc ça, c'est l'évaluation du retentissement de l'adénome AGH, de l'acromégalie, sur les autres axes hormonaux. Enfin, des examens seront utiles pour rechercher des complications de l'acromégalie. Là, ça compliquait un peu les choses, donc je n'ai pas mis de point. Mais ce n'est pas pour confirmer le diagnostic, mais c'est pour rechercher des complications de l'acromégalie. La glycémie, je vous rappelle que le diabète est une complication possible de l'acromégalie et que on va rechercher un diabète secondaire et une acromégalie systématiquement. Le bilan phosphocalcique sanguin urinaire,
La calcémie, la phosphorémie peuvent être augmentées en cas d'acromégalie du fait des effets osseux de l'hormone de croissance. Vous auriez pu demander, c'est intéressant, un électromyogramme des membres inférieurs devant le centre du canal carpien, ne serait-ce que pour en apprécier les risques, l'évolutivité, ou à titre de bilan préthérapeutique. L'électrocardiogramme, la radiographie pulmonaire, l'échographie cardiaque, pour apprécier le retentissement cardiovasculaire de l'acromégalie. Mais ça ne permet pas de confirmer un diagnostic, mais ça permet d'évaluer son retentissement. Polysomnographie EFR. Tout à l'heure, je vous ai parlé des risques respiratoires de l'acromégalie, notamment des syndromes des apnées du sommeil. D'autres examens, comme l'ostéodensitométrie. Je vous rappelle que dans l'acromégalie, il y a, malgré l'hypersécrétion de GH, une tendance à l'ostéoporose, mais aussi un risque de spondylose avec des douleurs lombaires, et donc on va faire relativement souvent des radiographies du rachis lombaire. Enfin, une colonoscopie, pas tant pour le diagnostic bien sûr, mais parce que, comme vous le savez, ces patientes acromégales sont à risque ultérieur de polypose lors de cancer colique, et donc c'est des examens qui vont faire partie de la surveillance. Alors, en résumé, tout ça n'est pas coté, puisque ce ne sont pas des examens complémentaires nécessaires pour confirmer le diagnostic d'acromégalie, mais sachez que dans une acromégalie diagnostiquée, vous allez devoir faire un certain nombre d'examens pour apprécier le retentissement de la maladie, et qu'il faut donc connaître ces différents tests. Alors, la question numéro 6 consiste à vous poser la question sur la prolactinémie. On vous donne un chiffre de prolactinémie à 35, donc en gros 2 fois la normale. Comment interprétez-vous ce dosage? Quand une prolactine est augmentée en cas d'acromégalie, il faut penser à la possibilité d'un adénome mixte, un adénome sécrétant à la fois de la GH et de la prolactine, ça arrive, c'est fréquent, mais les taux de prolactine dans ces conditions-là sont extrêmement plus élevés, sont beaucoup plus élevés. Donc, adénome mixte, peu probable, compte tenu du taux élevé, peu élevé de prolactine. Par contre, ici, vous devez évoquer beaucoup plus probablement ce qu'on appelle une hyperprolactinémie de déconnexion, c'est-à-dire que l'adénome hypophysaire comprime la tige pituitaire et empêche l'inhibition de la synthèse de prolactine. Si vous empêchez l'inhibition de la synthèse de prolactine, le taux de prolactine va augmenter de façon modérée. C'est ce qu'on appelle l'hyperprolactinémie de déconnexion, extrêmement fréquente. Donc toute prolactinémie à 35, 50 ne veut pas dire adénome mixte, mais ça peut être simplement une hyperprolactinémie de déconnexion qui va régresser en même temps que vous allez traiter l'adénome hypophysaire. Question numéro 7 maintenant, un peu plus difficile avec une imagerie. Donc elle vient en urgence affolée pour une baisse d'acuité visuelle avec des céphalées intenses, permanentes, d'apparition brutale. De gros troubles de la vision, et on vous donne l'IRM. Voyez-vous, quel diagnostic évoquez-vous? Donc je vous rappelle la place de l'hypophyse. Donc, que voyez-vous, que diagnostiquez-vous? Devant toute question d'imagerie, premièrement, dire de quoi il s'agit. De quel examen s'agit-il? Donc il s'agit d'une IRM en incidence coronale et sagittale, donc une IRM cérébrale et hypophysaire, en incidence coronale et sagittale en séquence T1. Qu'observe-t-on? On observe à l'évidence un processus expansif hypophysaire, donc une énorme tumeur hypophysaire, avec une expansion supracellaire, donc qui dépasse la selle de l'hypophyse, qui comprime donc le chiasma optique, ce qui peut expliquer bien sûr les troubles visuels que présentait votre patiente. Vous avez également un envahissement du sinus caverneux gauche, et vous aviez une prise de contraste par la tumeur au niveau périphérique qui expliquait l'hétérogénéité du signal intratumoral. Devant ce tableau, vous deviez évoquer, mais c'est difficile, le diagnostic de nécrose hémorragique de l'adénome hypophysaire. Nécrose hémorragique de l'adénome hypophysaire.
Donc c'est un volumineux adénome qui grossit en raison d'une nécrose hémorragique avec un aspect de prise de contraste hétérogène lié à l'hypervascularisation, l'hétérogénéité du signal intratumoral, et en devenant aussi volumineux, l'hypophyse va comprimer à la fois le chiasma optique et envahir le sinus caverneux, ce qui explique les gros troubles visuels de cette patiente. Voilà. Donc, cette complication ophtalmologique de l'acromégalie, pour terminer, difficile, vous rappelle que la question d'acromégalie risque d'être à l'interface avec une question d'ophtalmologie, initialement sur les troubles du champ visuel, et puis à la fin par une question un petit peu plus complexe, en cas d'invasion du sinus caverneux. Je vous rappelle que le traitement de l'acromégalie n'est pas au programme, donc je n'ai pas voulu en parler, mais que c'est une question qui peut sortir. Adénome hypophysaire est bien sûr moins souvent posée qu'insuffisance surrénale aiguë, mais on peut très bien vous la poser par l'intermédiaire d'une complication ophtalmologique ou d'un syndrome du canal carpien, comme je l'ai fait dans ce dossier, en concluant le dossier par un diagnostic à faire d'acromégalie. Il faut connaître les examens biologiques qui sont nécessaires à ce moment-là. Voilà, je vous remercie de votre patience et de votre écoute.